Bonjour à toutes et à tous je suis Damien Marchal, le vice-président valorisation de l'Université de Paris et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier workshop. Je suis ravi de savoir que vous êtes si nombreux. Je suis ravi de savoir que vous, chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, heu entrepreneurs, peut-être entrepreneurs à venir, vous êtes présents pour partager avec nous ce workshop et c'est pas parce que vous êtes en distanciel aujourd'hui qu'il ne faut pas participer. N'hésitez surtout pas à poser des questions. On sera ravis d'y répondre et on sera ravis de partager ce moment-là avec vous. Ce workshop va porter sur quel écosystème pour accompagner un projet Deep Tech et un projet Deep Tech qui peut même être naissant dès l'origine. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que d'avoir des entrepreneurs et des entrepreneuses qui vont nous partager avec nous leur expérience et qui vont pouvoir nous raconter comment ils ont pu être aussi accompagnés lors de leur projet naissant et leur projet existant. Et puis, nous avons aussi des personnes de l'écosystème qui vont pouvoir aussi nous expliquer comment ils peuvent accompagner ces projets. Au niveau, donc je vais faire un rapide tour de table. Donc, au niveau des entrepreneurs, nous avons la chance d'avoir avec nous deux entrepreneuses que sont Karine Rossignol, qui s'occupe d'une entreprise dans le domaine de la santé, sur l'immuno-oncologie, si je ne me trompe pas. Euh, Merci pour votre présence. Nous avons la deuxième entrepreneuse, pardon, Florence, qui est avec nous aussi et qui s'occupe d'une entreprise aussi dans le domaine de la santé qui s'appelle Sparine Vision, si je ne me trompe pas aussi, et qui a une deuxième casquette, elle nous en parlera aussi, qui s'occupe de tout ce qui est entrepreneuriat, qui est un sujet aussi extrêmement important dans notre écosystème. Et puis nous avons Pavlos Morietti qui est ici aussi et qui va aussi nous parler de son entreprise, qui est professeur à l'Université de Paris, qui va nous parler de son entreprise, qui est plus une entreprise sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle Argument Theory. Au niveau de l'écosystème, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Pascal Auger de l'INSERM Transfert, la directrice de l'INSERM Transfert. Merci Pascal d'être présente. Bonjour. Stéphanie Lefebvre, qui est la directrice de l'incubateur pépinière Paris Biotech Santé, un incubateur extrêmement important au niveau de l'Université de Paris qui se trouve à l'hôpital Cochin. Bonjour, bonjour à tous. Et Céline Kozner, qui est en distanciel, qui est avec nous et qui est la directrice exécutive d'Erganeo et qui est aussi en charge d'une nouvelle société que vient de créer l'État qui permet de faire le go-between entre les chercheurs et les entreprises, qui s'appelle Linkinov, qui nous en parlera aussi un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc dans un premier temps, je vous propose déjà de nous tourner vers un premier entrepreneur avec Pavlos et de laisser Pavlos nous raconter son histoire entrepreneuriale et de nous raconter aussi comment l'écosystème a pu l'accompagner dans son histoire entrepreneuriale qui commence à prendre de l'ampleur aujourd'hui. Ah, Pavlos, je crois que ton son n'est pas allumé. Pardon. Oui, c'est bon, on t'écoute. Donc, merci. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation. Alors, donc, je vais commencer d'abord avec deux mots sur Argument Theory. Donc, Argument Theory, c'est une plateforme d'intelligence artificielle qui utilise un système d'intelligence artificielle explicative qui est fondé sur l'argumentation computationnelle. Et ce système, il est capable de modéliser des problèmes de décisions complexes et difficiles en présence d'informations, de connaissances incertaines et souvent contradictoires. Je voudrais dire aussi deux mots sur l'innovation parce que l'événement que vous organisez aujourd'hui, c'est sur l'innovation. Et donc, je voudrais dire mon expérience et dire que l'innovation, elle est aussi importante que la recherche fondamentale que je fais depuis 30 ans maintenant. Personnellement, je considère que la fin du chemin pour un chercheur, c'est de voir son travail théorique appliqué dans le monde réel avec un impact socio-économique. D'ailleurs, c'est un travail théorique que je fais depuis 2002 avec mon collègue Anthony Kakas, donc, qui est le cofondateur d'Argument Theory, qui est à la base de notre startup. Je voudrais dire aussi pour ceux qui pensent qu'il y a une différence entre la recherche fondamentale et l'innovation, que très souvent, les applications nous permettent de faire sauter des verrous au niveau théorique. Donc, le monde de recherche, il est quand même orienté vers la recherche, vers la production de travaux théoriques, mais
le monde entrepreneurial, il est quand même différent. Et donc, on a besoin de soutien pour pouvoir franchir ce gap et passer d'un travail théorique à une solution industrielle. Donc, pour moi, le partenaire idéal qui m'a permis de créer la startup et d'arriver jusqu'au point où nous sommes actuellement, c'était Erganeo, SAT. Et SAT nous a permis donc de créer la startup. SAT qui, avec l'arrivée de Swat Topsu, je tiens à dire, a gagné beaucoup au niveau de l'efficacité à tous les niveaux des différents domaines d'activité. Et donc, dès la prise de décision par les instances de la SAT de créer Argument Theory, nous avons eu une aide, je dirais, personnalisée. Nous avons eu d'abord le fonds, qui nous ont permis donc de créer la société. Sinon, sans le fonds de Erganeo, on ne pourrait pas créer Argument Theory. Et puis ensuite, dès le début, pour tout ce qui concerne, par exemple, la recherche de prestataires pour le site, pour les partenaires, pour le développement de notre plateforme, qui est une plateforme de très haute technologie. Donc, on a eu l'aide des différentes équipes d'Erganeo, en commençant par Céline, ici présente, ou Estelle Vidal, qui m'ont suivi pour choisir les partenaires. Ensuite, pendant la création du site, j'ai eu beaucoup de conseils et aussi des idées qui étaient vraiment pour moi très, très importantes. Et puis pareil, ensuite, pour trouver les partenaires pour créer, pour développer la plateforme. Là encore, sans l'aide des personnes d'Argument Theory, d'Erganeo, pour moi, ça serait impossible, quasiment impossible. Donc, ça, c'était la partie aide pour le développement de la plateforme, du site. Mais ensuite, j'ai eu l'aide pour créer, par exemple, les différents documents par exemple, pour les contrats de licence qui est nécessaire, donc entre Erganeo, l'université et donc notre startup. Et là encore, j'ai l'aide, par exemple, d'Isabelle Diagne du service juridique, qui était vraiment très, très, très précieuse. Enfin, grâce à Erganeo, on a trouvé notre premier client. Et nous sommes en train donc de développer le premier produit. Et il sera prêt à la fin de l'année, donc début de l'année prochaine. Donc, on espère qu'on pourra donc commencer à commercialiser ce produit avec l'aide d'une société qui elle est spécialisée donc sur le traitement de PDF accessibles pour des personnes ayant des problèmes de visibilité. Et donc, cette aide d'Erganeo, elle était vraiment cruciale pour nous, pour pouvoir démarrer et arriver au niveau où nous sommes actuellement. Donc, voilà. Et donc, je tiens à remercier Erganeo pour cette aide sans laquelle je pense qu'Argument Theory ne serait pas ici, et moi non plus d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Pavlos. Peut-être, Céline, tu peux nous parler un petit peu du programme Startup Factory qui a à la SAT et la façon dont vous vous positionnez vis-à-vis de la Deep Tech aujourd'hui. Oui, merci. Alors d'abord, merci beaucoup à Pavlos. On n'a pas répété avant, mais merci beaucoup. C'est naturel. Alors, toutes les étapes que Pavlos a décrites, que nous avons franchies avec lui, en fait, nous l'avons formalisé, nous l'avons structuré, et c'est ce qu'on appelle en effet, Damien, notre programme Startup Factory au sein d'Erganeo. L'idée, c'est de compiler toutes les étapes essentielles pour transformer les idées disruptives des chercheurs, celles qu'ils nous posent sur la table, qui sont dans un état parfois assez brut, et associer toutes les compétences que nous avons en interne au bénéfice de l'avancée du projet, au bénéfice du projet.
Donc, notre programme s'articule autour de 3 formules qu'on a nommées or, argent, bronze. Ça dépend, en fait, la différence va se jouer sur l'étendue du périmètre d'aide qu'on va apporter, qu'Argano va apporter au projet. Et en fait, l'idée, c'est de déployer à façon, donc il y a vraiment cette logique de sur-mesure, projet par projet, des compétences que nous avons en interne, qu'elles soient juridiques, techniques, financières, administratives. Nous faisons aussi appel à des compétences de nos collègues en communication, en marketing. C'est vrai qu'un premier site web pour une start-up, c'est souvent essentiel en termes de visibilité, en termes de confiance et d'éléments de conviction. Donc, on accompagne aussi le projet dans ces aspects-là. En fait, tout ce programme a été construit dans la logique de donner les meilleures chances de réussite pour que l'innovation du chercheur rencontre au plus vite et au mieux le marché, les citoyens, et qu'il s'installe finalement dans les meilleures conditions éthiques et environnementales dans la société, dans le monde socio-économique. Voilà. Mais- Et, peut-être je peux... Pardon, vas-y. Merci Céline. Peut-être que tu peux effectivement nous parler un petit peu de ce nouvel objet qui est en train d'être construit, qui est aussi un élément pour rapprocher les chercheurs du monde de l'entreprise. Exactement, toujours dans la logique de connexion et d'aider les projets des chercheurs, quels qu'ils soient, quels que soient les projets, de faciliter la connexion avec les entreprises et le monde socio-économique qui est indispensable pour la réussite. On a bien conscience, tous les partenaires que nous sommes aujourd'hui dans ce workshop savent à quel point c'est important de stimuler ces connexions. Et Linkinov est la première plateforme digitale qui est dédiée à l'expertise scientifique et à l'innovation. Donc, on a des fonctionnalités qui sont déjà opérationnelles. Franchement, je vous invite, chercheurs, entrepreneurs, je vous invite à vous connecter dessus après votre profil. Et nous avons d'autres fonctionnalités vraiment essentielles et différenciantes qui vont apparaître dans les mois qui viennent. Mais déjà aujourd'hui, vous pouvez vous connecter sur Linkinov, je vous invite. Merci beaucoup. Merci aussi beaucoup, Pavlos, pour ce témoignage. Et on ne peut souhaiter que la plus grande réussite pour la suite de l'histoire qui commence. Et en tout cas, l'université est derrière vous pour vous accompagner au mieux pour le développement de cette entreprise. Une des particularités de l'Université de Paris, c'est qu'on n'est pas seul, on est avec nos partenaires, avec l'INSERM, avec le CNRS. Et donc, je passais la main à Pascale pour qu'elle puisse continuer cette table ronde. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, écoutez, le prochain témoignage, ce sera un témoignage conjoint de Stéphanie et de Karine. Et je passe tout de suite la parole à Stéphanie. Merci Pascal. Donc, oui, Karine a suivi le parcours entrepreneurial que nous proposons. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais avant tout, Karine, la première question, la curiosité qu'on a toujours, c'est de savoir quelle est la genèse du projet. Et qui es-tu? Alors, bonjour à tous et merci de cette occasion de témoigner et puis d'encourager les chercheurs, les étudiants à se lancer. Au début, ça peut faire un peu peur, mais finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et surtout, c'est une super aventure et c'est extrêmement excitant si on a la chance d'être bien entouré. Donc, moi, je suis pharmacien, HEC. J'ai commencé ma carrière dans l'industrie cosmétique. Et aujourd'hui, j'ai créé avec un professeur de médecine praticien hospitalier, qui est le professeur Marina Cavazana, et un docteur en sciences, qui est le docteur Isabelle André, une société de biotechnologie, Smartimine, qui s'est donné comme objectif de développer des thérapies cellulaires pour accélérer la reconstitution du système immunitaire en post-greffe. En gros, l'idée, c'est de diminuer une mortalité qui est aujourd'hui de 50% à 3 ans à moins de 20%. Et on a eu la chance, effectivement, de passer les entretiens, d'être retenu pour intégrer ce parcours entrepreneur à Paris Biotech Santé. Et là, il y a tout un écosystème qui nous a permis, effectivement, de mettre le pied à l'étrier, d'éviter un certain nombre de bêtises et de nous développer, puisque ça fait 3 ans et on est déjà en essai clinique. Je pense que c'est dû, effectivement, à la chance qu'on a pu avoir de trouver les expertises complémentaires pour nous guider sur nos premiers pas d'entrepreneur. Alors, arriver en si peu de temps en essai clinique, c'est remarquable. Est-ce que peut-être tu peux nous détailler un peu plus les étapes où tu en es aujourd'hui et puis quelles sont véritablement les aides qui t'ont été apportées par Paris Biotech Santé? Donc, pour être tout à fait juste,
On a la chance, au sein de Smart Immune, de pouvoir capitaliser sur des années d'excellence académique. Moi, en fait, j'ai rencontré les 2 autres cofondatrices au sein de l'Institut des maladies génétiques Imagine, où j'étais administrative, j'étais co-secrétaire générale. Et quand il fallait aller lever de l'argent avec des mécènes, il y avait un projet qui se vendait hyper bien, qui était un projet de Thymus ex vivo. C'est la technologie qu'on emploie pour différencier nos cellules et produire les thérapies cellulaires dont je viens de vous parler. Et je pense que Isabelle et Marina, au début, n'avaient pas nécessairement envisagé de créer une société. C'est parce que, au bout d'un moment, les aides qui avaient pu être apportées par le ministère de la Santé d'une part, par l'Institut Imagine d'autre part, par INSERM Transfert d'autre part, par l'université aussi, sont révélées essentielles, mais peut-être pas suffisantes pour aller justement jusqu'à l'obtention d'un drug product qui peut être enregistré et apporté aux patients. Et là, quelque part, j'allais dire, c'est la dernière partie du chemin sur lequel on a besoin d'accélérer, on a besoin de plus de moyens. Et là, je dirais que c'est essentiel de pouvoir décloisonner et mettre en place des synergies entre ce que le public a pu nous aider à apporter et tout ce que l'argent privé peut nous aider à finir de construire. Merci beaucoup. Peut-être juste, Stéphanie, quelques éléments sur ce qu'apporte l'incubateur et la pépinière dans cette phase d'accélération qui est absolument capitale pour Smart Immune. Oui, tout à fait. En fait, Paris Biotech Santé sélectionne et accompagne des projets ou des très jeunes entreprises innovantes et uniquement dans le domaine de la santé. Donc, dans les tables rondes précédentes, on a vu effectivement des témoignages, on a écouté des témoignages dont certains sont également accompagnés par nous. Je pense notamment à Jeanne. On n'est plus du tout au stade de l'idée ou au stade du déclic ou au stade des premières rencontres qui ont été fondamentales pour créer sa société. Là, on est dans effectivement au moins une preuve de concept dans un modèle animal quand il s'agit d'un nouveau médicament. Pour le diagnostic, on va être plutôt sur quelque chose qui va concerner un prototype de laboratoire et puis une plateforme qui commence à fonctionner quand on est sur le numérique et pour la santé, pardon. Et donc, effectivement, on est parti pourquoi ? Parce qu'en fait, on est parti pour 2 années. Donc, effectivement, Smart Immune a été sélectionné. Donc, on accompagne une dizaine de projets par an. Donc, c'est de l'artisanat un peu haute couture. Et surtout, notre métier, c'est d'accompagner ces entreprises. La colonne vertébrale va être l'accompagnement individuel, donc des rencontres mensuelles, voire plus parfois quand c'est nécessaire, pour effectivement, Karine hoche la tête. Et donc, c'est vrai que mais c'est très important, l'accompagnement de l'équipe, de sa complétude, un business plan qui va se tenir et la recherche du premier financement. Hébergement, oui, grâce à l'Université de Paris, effectivement, qui met à disposition des locaux pour que les gens puissent se rencontrer et quand les équipes se complètent, puissent s'installer. Voilà. Donc, Karine a franchi cette étape. Elle a même été, effectivement, comme tu le dis, Pascal, vite. Et on est passé à un dispositif pépinière, mais ça, je pourrais en reparler tout à l'heure. Merci. Alors, Karine, quelles sont les prochaines grandes étapes que tu vas rencontrer et que tu anticipes et comment est-ce que le système peut t'y aider ? Alors, les prochaines grandes étapes, c'est la levée de fonds. Je voudrais revenir sur quelque chose qui a été essentiel pour nous, c'est tout le rôle de coaching qu'a joué l'équipe de Paris Biotech Santé, le professeur Olivier, Amélie Manem, Sophie, Stéphanie et Julie. On avait des rendez-vous tous les 15 jours. Alors, de temps en temps, c'était top, tout allait bien. De temps en temps, c'était beaucoup moins agréable parce que c'est la vraie vie. Ça ne se passe pas toujours de façon rectiligne. Et c'est vrai que le fait d'être coaché, d'éviter un certain nombre d'écueils sur les premières levées de fonds, notamment les premiers recrutements, comment trouver le bon avocat, le bon expert comptable. Au début, quand vous ne l'avez jamais fait, ce n'est pas complètement évident. Donc, le fait d'être avec d'autres qui sont comme vous, débutants, et surtout pouvoir demander des repères à l'équipe de Paris Biotech Santé qui sont sur place, ça a vraiment tout changé. Donc, nous, on a eu la chance de passer de l'incubateur à la pépinière. Donc, ça y est, on a des labos. Donc on a pu déménager d'Imagine et vraiment, j'allais dire, prendre notre envol. On est en train d'ouvrir le labo, là, on est sur une mise à blanc, c'est hyper excitant. Et donc la prochaine étape pour nous, c'est une série A. On va avoir besoin de financer un 2e essai clinique qu'on ouvre prochainement aux États-Unis, qui doit durer 2 ans et inclure 36 patients. Donc là, c'est effectivement des objectifs qui sont ambitieux. Donc ça veut dire qu'il faut avoir toute l'infrastructure qui permet d'être éligible à ces financements.
Quand vous allez voir un VC et que vous lui demandez effectivement de s'engager sur une somme importante, il faut avoir un business plan qui tient la route, il faut avoir une équipe de finance qui est capable de faire du reporting, de la propriété intellectuelle qui est propre, et puis une vraie équipe qui a été dimensionnée pour accompagner la croissance. Merci Karine pour ce témoignage pragmatique de ce long chemin qui n'est pas sans embûches. Je me tourne maintenant vers Florence. Alors Florence, c'est beaucoup de casquettes. Et puis par ailleurs, ça me fait très plaisir de rééchanger avec toi parce qu'on se connaît depuis longtemps. Entre le transfert de technologie, CEO de Sparing Vision, et puis former CEO de Sparing Vision, et puis aujourd'hui l'accompagnement entrepreneurial, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toutes tes casquettes et sur ton expérience ? Oui, alors merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer à ce Deep Tech Tour qui se focalise sur l'Université de Paris, parce que l'Université de Paris, c'est vraiment le creuset de l'innovation en santé, avec des acteurs et un écosystème particulier. J'adore la phrase qui est derrière moi, la science pour entreprendre. Moi, c'est mon motto depuis très longtemps. Donc, c'est vrai, en étant chargée du transfert de technologie à l'assistance publique pendant plus de 16 ans, on a incité des gens qui étaient déjà formés, puisque médecins, pharmaciens, chercheurs, ils avaient déjà produit de la science, ils étaient même déjà au contact des malades. Et donc là, on a travaillé pendant 16 ans à leur apprendre juste la base, c'est-à-dire que pour créer une entreprise, il faut d'abord avoir des assets et donc les protéger. Et donc les publications scientifiques, c'est bien, mais personne ne soigne avec un papier de Lancet. On soigne avec un médicament qui est porté sous la responsabilité d'un laboratoire pharmaceutique. Et donc, il faut passer toutes ces étapes-là. Donc ça, c'était mon premier parcours. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir créer avec José Sahel et Thierry Léveillard Sparing Vision. Et on a annoncé juste hier la deuxième levée de fonds qui fait un total de 71 millions de dollars sur les investissements que la société a pu recevoir pour justement aller plus loin et développer ce fameux médicament mutation agnostique pour la rétinite pigmentaire. Et maintenant, c'est Stéphane Boissel qui est le protecteur de la société en étant le nouveau CEO. Je suis ravie de cette aventure. Et toujours en parallèle, j'ai été professeure associée à la faculté de pharmacie pour enseigner aux étudiants à la faculté de pharmacie de Paris qui dépend de l'université de Paris, donc on est vraiment ultra parisien, leur inciter, les initier, d'abord les former, puis les inciter à créer des entreprises parce que, toujours la même chose, on connaît le pharmacien dans l'officine, mais ce n'est pas que ça, un pharmacien. Un pharmacien, ça peut être officinal, ça peut être un industriel et ça peut être un chercheur au sein de l'hôpital. Et on a des internes brillants qui sortent de la faculté de pharmacie qui peuvent être justement des acteurs majeurs dans ces nouvelles technologies, dans les médicaments de thérapie innovantes, comme la thérapie génique et la thérapie cellulaire, qui souffrent de beaucoup de biais en France, notamment de bioproduction, de soutien pour l'installation d'entreprises qui vont fabriquer tous ces nouveaux produits, qui seront en 2050 la moitié des produits autorisés par les agences. Donc il faut absolument qu'on ait des gens formés, mais pas seulement formés à fabriquer et à surveiller ces médicaments, mais surtout à comprendre la stratégie entrepreneuriale, parce que encore dans les maladies rares, encore dans des pathologies peu abordées par des grands laboratoires, ce sera encore des startups qui vont les porter pendant un certain temps. Et Karine, tu en es la démonstration. Donc on a besoin d'avoir en France des gens qui sont capables d'aider et d'être les acteurs au sein de ces entreprises. Et alors, le fil rouge de tout ça, c'est BPI. Et c'est pas parce que je suis ici que je souhaite parler de BPI, mais simplement, c'est la base. Ça a été la base quand j'étais à l'assistance publique, parce que c'est BPI qui finançait les 75 startups qu'on a créées. On avait toujours de la BPI, soit au niveau des outils extraordinaires qui ont été créés, qui sont le concours iLab, le concours d'innovation plus récemment, mais aussi toutes les aides en amorçage pour aider ces entreprises au démarrage, aussi bien en seed que dans des larges ventures. Donc c'est BPI qui est présent. Au sein de Sparing Vision, BPI a été l'actionnaire initial et le nouvel actionnaire dans le nouveau tour. Donc vraiment, c'est un outil indispensable et qui maintenant, en plus, ne fait pas que des deep tech tours pour les entrepreneurs, on va dire en France de façon générale, mais aussi s'implique au sein des universités. Et il y a eu des appels à projets pour des enseignements innovants portés par BPI. Donc je veux dire, tout ça, c'est complètement lié. Et le fil rouge de tout ça, c'est l'écosystème. Et cet écosystème, comme dit Pascal, je le connais bien parce que on a besoin de structures de transfert de technologie qui sont fortes, comme Erganeo, comme Inserm Transfer, et comme les incubateurs qui sont vraiment implantés au sein des universités, au sein des CHU,
pour justement aller plus vite. Et je peux en témoigner. On fait beaucoup de French bashing sur comment on fait dans le transfert de technologie, et puis on a fait ça et on en a parlé pendant 20 ans. Juste pour dire que quand on a des nouveaux investisseurs américains qui arrivent et qui disent telle et telle condition sur le contrat de licence, si vous les arrangez, c'est mieux, etc. Non, on n'a pas en face de nous des gens qui sont bloqués, qui sont administratifs. On a des gens qui connaissent l'entreprise. Et Pascal a un parcours qui témoigne justement de son intérêt pour les entreprises. Et on sait parler, on sait s'adapter et on sait faire en sorte que ces contacts avec les nouveaux investisseurs soient successful à la fin. Et ça, je voudrais vraiment en témoigner parce qu'on parle beaucoup de transfert de technologie qu'il faut améliorer. Certes, on peut faire beaucoup de choses, mais ce qu'il y a est déjà super et au service des entrepreneurs. Et monsieur, vous en avez témoigné au sein de votre entreprise, c'est la SAD qui vous a aidé et c'est les SAD qui aident et les incubateurs qui accompagnent ensuite. Donc moi, je ne peux que mettre de l'eau à votre moulin et dire à tout le monde de s'impliquer parce que voilà, encore une fois, la société de demain, c'est les chercheurs qui l'apportent en étant entrepreneurs ou partenaires d'entrepreneurs, comme Francine en a très bien témoigné elle-même, puisque c'est une serial entrepreneuse. Et donc, c'est comme ça qu'on peut faire en sorte que les malades aient accès au traitement à la fin. Madame Ercohen, quelle est votre vision aujourd'hui de l'écosystème? Comment il a évolué et où il en est aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait encore peut-être changer pour qu'il soit encore plus performant? Alors, il faut bien, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Et il faut bien voir que même des entrepreneurs étrangers viennent en France pour monter leur boîte. Et j'en connais plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a cet écosystème. On a des aides extraordinaires en France, quoi. C'est vraiment, je crois, le pays où il y a le plus d'aides pour la création d'entreprises, avec de très, très nombreux outils, de très nombreux partenaires. C'est vrai que peut-être il faudrait maintenant, ils sont plus visibles. Et avec tout ce que vous avez fait, je pense que tout le monde est exposé et saura comment y rentrer et par quelle porte il faut aller. Mais je crois qu'il y a tous les outils. Il faut maintenant plonger, quoi, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut. Inserm Transfer avait commencé très tôt. Donc moi, j'ai eu beaucoup travaillé avec Inserm Transfer parce que c'était vraiment au début le démarrage d'Inserm Transfer même. Et depuis, l'université aussi. Bon, on a aussi été incubé dans des incubateurs. On a bénéficié de toutes ces aides. Et puis, le financement BPI, je ne crois pas qu'il y a une entreprise en France de biotechnologie qui n'a pas été accompagnée, qui n'a pas un BPI comme partenaire. Partenaire, pas seulement à l'amorçage, mais c'est un partenaire qui est tout le temps là, qui continue à être là. Il y a l'histoire, donc c'est vraiment extrêmement important. Oui. Je crois que vraiment, on n'a pas d'excuses, en fait. Merci beaucoup. Peut-être juste une question rapide à Florence. Il y a toujours la question, est-ce qu'il faut être un inventeur pour être un entrepreneur? Il y a beaucoup de doctorants qui nous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être l'inventeur pour porter l'aventure entrepreneuriale? Ah ben non, pas du tout. Moi, j'en suis la meilleure preuve. On a co-créé Sparring Vision. J'ai jamais été ophtalmologiste et j'ai jamais ophtalmologue, pardon, en français. Et j'ai jamais fait de la recherche sur les cônes et les bâtonnets. Mais par contre, je partageais le futur, comment dire, l'espoir et la promesse de cette nouvelle approche thérapeutique. Et voilà, comme Karine, on peut être pharmacien HEC et du coup, ça aide à avoir une vision scientifique et business. Et du coup, c'est ça que j'ai mis dans la société au démarrage pour faire en sorte que ce projet sorte du labo. Et en plus, quand on travaille avec José Sahel, qui en est à sa 15e start-up, voilà, c'est toujours plus facile. Mais c'est vrai qu'on partageait en aparté avec Francine quelque chose, c'est que n'oublions pas quand même que tout n'est pas rose. Préparez-vous aussi à beaucoup de difficultés. Et puis, on disait que le mot-clé, c'est la résilience, parce que ça ne sera pas facile à tous les étages. Et il va falloir se battre. Et alors, c'est vrai que si on part avec un beau projet, des beaux assets, c'est plus facile. Mais ça reste quand même une lutte. On est quand même beaucoup d'entreprises sur la planète à chercher des fonds. Et donc, le meilleur gagne. Et il faut se battre et ne pas avoir peur de prendre des coups de temps en temps. Et on en prend beaucoup. Mais voilà, si en plus, on a un bon écosystème derrière, il faut y aller. Et pas forcément l'inventeur, mais celui qui a trouvé la pépite qui va vouloir porter et partager comme son propre bébé. Je dis, Francine, ce sont ses bébés. Et moi, c'était mon bébé par adoption. Et on aime autant ses enfants adoptifs que ses enfants naturels. Merci beaucoup. Merci. Et donc oui, alors c'est vrai que quand on est doctorant, on termine ses études, etc. Et puis on est jeune chercheur, on a envie de développer quelque chose. Et c'est vrai que la première question, c'est de trouver sa place. Trouver sa place dans ce projet qui va être développé. Et c'est vrai que c'est important, justement, on parlait d'Inserm Transfer. C'est important de savoir qu'est-ce qu'Inserm Transfer met à disposition
de ces personnes, notamment en termes d'accompagnement des jeunes chercheurs. Qu'est-ce qu'on constate en termes de besoins aujourd'hui? Et c'est vrai qu'on l'a constaté toutes les deux, puisqu'on porte un programme dans ce sens. Donc Pascal, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les clés de ce programme d'accompagnement aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, peut-être d'abord, ce qui est important, c'est de se dire, il faut qu'on arrive à sourcer non seulement les projets, les innovations, mais l'envie de créer des jeunes chercheurs, des scientifiques. Et parce que ça prend du temps de passer d'un statut de scientifique à un statut de fondateur éclairé. Et donc, ça demande à s'approprier un petit peu l'ensemble des choses dont les actrices aujourd'hui et les acteurs vous ont parlé, mais qui n'est pas si simple que ça, parce que la création d'entreprise, c'est d'abord une aventure humaine et un projet d'entreprise, et qui n'est pas simplement un projet qu'on emmène en clinique. Donc, on essaie de les porter. Donc, on a créé un parcours pré-entrepreneurial et on le partage avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème qui nous y aident, beaucoup, Paris Biotech Santé, Deep Tech Founders, évidemment l'Université de Paris, mais aussi un certain nombre d'investisseurs, de CEO, de gens qui ont envie de faire émerger plus. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire travailler ces chercheurs de façon à ce qu'ils puissent s'approprier toute la complexité de la création d'entreprise sur le long terme, de façon à ce que le jour où ils créent, ils sont en position de force. Ce que disait Florence, c'est que la compétition mondiale est importante et qu'il faut être parmi les gagnants en termes de levée de fonds et en termes d'accès au marché. Ça veut dire qu'il faut une propriété intellectuelle forte, ça veut dire qu'il va falloir faire des preuves de concept extrêmement robustes, et ça veut dire qu'il va falloir valider et démontrer un certain nombre de choses qui vont ensuite se traduire dans les succès des entreprises. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien avec tous nos partenaires, parce que c'est une logique très collective et qu'on ne réussira tous ensemble à ne faire émerger des belles entreprises que si on s'y met tous, parce que comme le disait Florence, c'est pas que simple. Voilà. Merci beaucoup. Je rajoute juste un petit mot sur le fait que notre écosystème est bien sûr avec l'INSERM, mais aussi avec le CNRS, avec tous les acteurs qu'il y a dans nos laboratoires. Et nous avons plein de programmes. Il y a aussi un programme au CNRS qui s'appelle RISE, qui permet aussi de faire ce type d'accompagnement. Et on est là, nous, au niveau de ce regroupement que je vais appeler un guichet unique avec nos partenaires, pour pouvoir orienter correctement les gens qui veulent se lancer dans ce type d'aventure. Moi, je voulais ajouter une chose, parce qu'on est à l'université, là, on parle de l'Université de Paris. Je pense qu'il y a une chose qui serait très importante à faire, ce serait de valoriser finalement ce parcours entrepreneurial mieux qu'il n'est valorisé aujourd'hui. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne vont pas quitter leur poste ou leur emploi ou leur travail à l'université, ça va leur demander du temps. Et ce temps, c'est le temps qu'ils ne vont pas passer à leur paillasse. Donc, si on est toujours évalué que sur des publications. Or, aujourd'hui, quand on a un travail qui a été reproduit dans une entreprise indépendante, c'est le summum de la validation scientifique. Parce que faire un papier, c'est bien, mais on sait qu'il y en a 50% qui ne seront jamais reproduits. Donc, je trouve que si on apportait une vraie valeur sur la promotion, sur la carrière, je pense qu'on motiverait aussi, et puis on redonnerait sa place à l'entrepreneuriat. Tout à fait. Merci bien. Peut-être un mot de la fin, Pascal? Oui, enfin, sous forme d'une question plutôt. Il n'y a pas de risque à essayer la valorisation, à essayer le jeu de la valorisation, à essayer le jeu de l'entrepreneuriat. Ça ne tue pas, c'est au contraire riche d'expérience, y compris dans une logique de rester dans le laboratoire. Donc moi, j'engage vivement tous ceux qui nous écoutent et qui, quelque part, se sentent un peu ça me titille bien, ça m'intéresse, j'ai envie. Il faut tenter le coup, il faut tenter l'entrepreneuriat, il faut rencontrer les gens qui sont prêts à vous accompagner, et les chefs d'entreprise et les gens qui l'ont déjà fait, parce que ça va vous mettre le pied à l'étrier et que c'est une super belle expérience. C'est dur, c'est pas simple, mais c'est profondément excitant. Et pour l'avoir fait dans une vie antérieure, je peux vous dire que c'est vraiment le comble de l'excitation et du plaisir. Donc faites-le tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez, Florence? Absolument d'accord. Alors, je dois dire que tu dis que il faut essayer le jeu. On peut essayer le jeu, et c'est un jeu quand même. Il faut
faut pas avoir envie de perdre, hein. Donc c'est un jeu pour les gagnants. Et juste pour les étudiants, mon dernier message, c'est pour eux parce qu'on a fait beaucoup de choses à la faculté de pharmacie, des enseignements, des hackathons, des forums, des workshops, des after-work, enfin bon, plein de choses et des belles tables rondes parce qu'on a des associations étudiantes comme l'Allée et notre junior entreprise qui sont très, très dynamiques. Mais simplement, je pense que c'est de notre responsabilité à nous, les professeurs, d'enseigner aussi bien les matières scientifiques que nous devons enseigner, mais aussi, on a un désavantage par rapport aux Américains, c'est que dans notre constitution, il n'y a pas le brevet. Dans la constitution américaine, le droit au brevet, à l'invention est constitutionnel. Et pour nous, elle doit être vraiment de plus en plus inscrite dans les gènes de nos jeunes chercheurs, futurs chercheurs, parce que voilà, on ne va pas continuer à inventer des choses et à les publier et puis à ce que les boîtes partent ailleurs. On a besoin de créer cette richesse pour la croissance, pour nous, pour nos futurs emplois, pour le futur emploi de nos enfants et de nos petits-enfants, et donc des étudiants qu'on encadre actuellement. Donc il faut absolument qu'ils prennent conscience que les bonnes idées qu'ils ont doivent être transformées en projets innovants. Et ils ont tout, comme le dit Francine, et comme vous l'avez bien présenté, pour les aider, les accompagner à le faire. Mais simplement, il faut qu'ils comprennent ces enjeux majeurs le plus tôt possible. Voilà. J'ai vu passer une question sur est-ce qu'Erganeo peut être un accompagnateur pour les étudiants entrepreneurs. L'étudiant, lorsqu'on arrive à un certain niveau de maturité sur son projet, oui, Erganeo peut être un financier, comme c'est un transfert suivant la thématique pour accompagner la création d'une start-up. Ensuite, il faut voir la technologie qu'il y a derrière et le niveau de maturité de la technologie, bien sûr. Je laisserai répondre Stéphanie, mais simplement, n'oubliez pas le statut d'étudiant entrepreneur et les pôles pépites. Au sein de l'Université de Paris, on a un pôle pépite dédié aux étudiants. Il y a le concours tremplin récemment qui s'est tenu pour les étudiants qui peuvent porter leur projet de start-up, obtenir des financements. Et le statut d'étudiant entrepreneur, ça donne pas mal d'avantages, on va dire, fiscaux sur le statut, mais aussi quelques ECTS. Et donc, c'est quelque chose vraiment à envisager très, très tôt dans votre parcours étudiant. C'est pas négligeable. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de notre session. Un grand merci aux participants de la table ronde et puis bien sûr à vous tous de nous avoir écoutés pendant cette session. Merci beaucoup. Merci. Paris Biotech Santé, c'est quoi? Paris Biotech Santé propose un accompagnement dans la création d'entreprises innovantes en santé humaine. Management et ressources humaines, réglementation, planning de développement, business plan, financements publics et privés. Et un hébergement dans son incubateur de 900 mètres carrés dans les locaux de l'Université Paris-Descartes et au cœur de l'hôpital Cochin. Paris Biotech Santé met aussi à disposition son réseau de partenaires, managers, professionnels de la santé, investisseurs, industriels. Ils vous donneront conseils et accès au premier financement. Votre start-up grandit? Paris Biotech Santé accompagne aussi les entreprises au sein de sa pépinière de 4000 m² pour poursuivre leur développement, démarrer les premiers essais cliniques, trouver les relais de financement. Un environnement propice aux collaborations avec les plateformes de recherche et les services cliniques de l'hôpital Cochin. Votre entreprise devient pérenne? Paris Biotech Santé dispose d'un hôtel d'entreprise de 1000 m². Depuis 2000, Paris Biotech Santé avance aux côtés des entrepreneurs avec un objectif commun, la mise sur le marché de leurs innovations. Un projet de start-up en santé? Déposez votre candidature.